tu n'es pas juste une image. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu es la française aux États-Unis, machin, il y a un truc, tu as des petits points en plus. Même par rapport à, tu vois, quand tu es aux États-Unis, par rapport à tes potes restés en France, ils sont là, ouah, la meuf est à New York et tout. Et en fait, quand tu reviens en France, tu as un peu l'impression de perdre tous ces statuts et tu as un peu l'impression d'être une merde, en fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais maintenant, je me rends compte qu'à Paris ou à New York, en fait, je suis la même personne et en fait, je suis assez forte justement pour être entre les deux, pour être my own person, enfin ma propre personne. Et voilà, il faut avoir confiance et c'est pas où tu es qui fait ce que tu es. Je trouve que j'apprends la simplicité dans l'humour avec lui et avec les Américains en fait, parce que c'est pareil que pour le cinéma. J'ai l'impression qu'en France, on cherche toujours à faire la blague la plus intelligente, la plus smart et tout, la plus subtile, alors qu'en vrai, il faut juste être drôle, quoi. Donc j'apprends un peu ça en ce moment, voilà, c'est un peu mon apprentissage, à arrêter de vouloir être la plus intelligente et essayer d'être la plus drôle, quoi. Mais bon, ce que je veux, c'est que quand même, c'est que les gens me comprennent, ça apparemment maintenant ça va, et que ils ne pensent pas que je vais faire un AVC sur scène, qu'ils soient pas trop inquiets pour moi. Non, mais il y a un truc comme ça en fait. Hein, c'est que faut pas que les gens se disent. Là, je vois, il y a des gens qui me font des réflexions, genre c'est très courageux de faire du stand-up en anglais. J'ai pas envie que ce soit ce qu'on dit. J'ai envie de dire c'est très drôle ce que tu fais en anglais, quoi. Donc voilà quoi. Victor Hugo a dit « Faire rire, c'est faire oublier ». Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli. Une affirmation plutôt profonde, vous croyez pas ? Cette semaine, je suis ravie de vous présenter Julie Albertine, une humoriste stand-upeuse française au parcours aussi divertissant que captivant. Le stand-up, vous le savez certainement, c'est cet art de faire rire sur scène qui est né dans les comédie clubs américains et qui a trouvé un écho en France grâce à des artistes talentueux comme Julie. Si notre French expat du jour est aujourd'hui une humoriste accomplie, son chemin vers la scène comique a été tout sauf conventionnel. Au début des années 2000, fraîchement diplômée, Julie prit son envol pour New York pour y devenir au pair, tout en se formant à son autre passion, et son autre métier accessoirement, l'écriture de scénarios. Après un retour en France et une carrière plutôt prometteuse dans le domaine, la pandémie mondiale a provoqué un revirement inattendu dans sa vie. Et l'appel du stand-up et du micro se fait de plus en plus pressant. À cette époque-là, le stand-up est en plein essor, mais la compétition est féroce, et l'art de l'écriture humoristique est un défi constant. Julie, jonglant entre son métier de scénariste et sa passion pour le stand-up, a l'impression parfois d'être un peu dépassée. Et c'est justement à ce moment précis qu'elle fait un choix courageux. Et s'y retourner à New York pour insuffler une nouvelle énergie à sa carrière et trouver l'inspiration nécessaire tout en suivant des cours au mythique et célébrissime Cellar Comedy Club. Dans un monde où les frontières s'effacent de plus en plus, Julie Albertine, vous allez le voir, nous inspire à poursuivre nos rêves, à explorer nos passions et à être fiers de là où on est arrivé. À travers son parcours unique, elle nous rappelle que la vie est une aventure et que nous sommes bien les seuls à en définir les limites. Je suis Anne-Fleur Andrely, bienvenue dans French Expat, un podcast de French Morning. Bon voyage. Alors, je m'appelle Julie Albertine et du coup, là, je vous parle de Brooklyn, à New York. Qu'est-ce que je voudrais qu'on sache de moi ? Comme quelqu'un qui a toujours aimé raconter des histoires, depuis que je suis petite, quoi, et faire rire les gens. Donc, je pense qu'à la fois, mon métier de scénariste et mon métier de stand-upeuse va avec ça. Quelqu'un, pour le coup, qui est partagé entre ses attaches et le fait... je suis quelqu'un de pas de solitaire, mais en tout cas un électron libre, donc j'aime bien voyager, tester des choses, tester plusieurs vies possibles. J'ai toujours pensé, mais ça, c'est mon côté... imagination, qu'il y avait toujours plusieurs vies possibles et qu'on pouvait essayer de les vivre tout en même temps. Voilà. Après, je fais du stand-up, j'écris des histoires et voilà quoi. Et je suis française. Je suis bien française. Alors, génial. Je suis super contente de pouvoir échanger avec toi. Bienvenue dans French Expat.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Tu dis du coup que quand t'étais enfant et peut-être encore maintenant, tu t'es dit en fait qu'il n'y avait pas besoin de choisir une trajectoire unique et qu'on pouvait vivre plein de vies à la fois. Tu rêvais de faire quoi en fait quand tu étais petite ? Tu rêvais de voyager ? Tu rêvais déjà de raconter des histoires ? Je rêvais déjà de raconter des histoires. Ouais. J'écrivais, j'avais une petite machine à écrire. À l'époque, il y avait des machines à écrire pour les enfants, incroyable mais vrai. Et j'écrivais déjà des histoires sur cette machine à écrire. En fait, je savais pas que le métier de scénariste existait. Mais en fait, je racontais même à mes camarades de classe, je leur racontais des histoires. Je me mettais sur l'estrade de l'école et je faisais des histoires avec tous les gens de la classe en essayant de les faire rire, évidemment, parce que je suis toujours le clown de la classe. Donc, c'était un peu ma façon d'exister, quoi. Sinon, je crois que j'aurais été juste la meuf bizarre. Mais avec l'humour, heureusement, je suis devenue la meuf drôle, quoi. Ce qui est un peu différent. Ce qui est un peu plus valorisant. T'as grandi dans quel coin de France ? Paris. Moi, je suis une vraie Parisienne avec ma mère qui vient du Nord et mon père qui vient des Vosges. Donc, j'étais pas mal, surtout dans les Vosges quand j'étais petite. Mais en revanche, je suis une vraie Parisienne. Je suis quelqu'un vraiment de la ville. C'est ça que j'aime. Trop bien, ok. Alors, j'ai cru lire quelque part que voilà, cet attrait pour les histoires et pour faire rire t'a amené à faire des études de cinéma que tu n'as pas fait que à Paris. C'est pas ta première expérience à New York en fait. T'as fait des études aussi à Brooklyn. Tu veux me raconter un petit peu ? Ouais, carrément. C'était incroyable. En fait, j'étais à la fac à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. Et moi, j'étais donc déjà à l'époque fan de séries et j'étais fan de Sex and the City et Friends. Ah, moi j'avais lu Buffy. Ah, et aussi de Buffy, mais bon, ça c'est Los Angeles. Mais je rêvais, alors que j'avais jamais vu New York, je rêvais de vivre la vie de Carrie Bradshaw. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui je suis encore célibataire, donc je la vis vraiment. De Carrie Bradshaw et de Friends, tout ça. Mais j'étais vraiment jamais allée aux États-Unis. Et en fait, à l'époque, mais ça n'existe plus, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait un programme d'échange qui était en fait comme, comment ça s'appelle, le truc européen, là Comme Erasmus ? Voilà. C'était Erasmus pour les États-Unis, truc qui n'existe plus du tout. Et en fait, c'était marrant parce que les gens le demandaient peu parce qu'en fait, il y avait tellement de papiers à remplir. Ah ouais, c'était rédhibitoire pour plein de gens. Ouais, c'était pas, comment dire, il n'y avait pas de critères académiques, enfin un tout petit peu, mais pas grand-chose franchement, mais fallait pas juste passer les milliers de papiers à remplir. Ce que j'ai fait, parce que j'étais quand même, mais c'était vraiment un espèce de truc, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais j'étais folle, et juste parce que je voulais vivre, Friends, quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais pas non plus beaucoup de thunes, je suis allée sur Craigslist. D'accord. Donc l'équivalent du Bon Coin américain. Voilà, exactement. Mais je sais même pas si ça existe encore, Craigslist. Si, ça existe encore. Et j'ai trouvé une famille pour garder les enfants et être jeune fille au père, en fait. Je suis partie dans cette famille sans la connaître à Brooklyn Heights en fait, c'était pour la chambre. Et la fac était payée par l'échange d'appartements, l'échange de fac. Quand j'ai vu le prix des trucs, en plus c'est Brooklyn, c'est une State University, donc c'est pas non plus par rapport aux autres, c'est moins cher que les autres facs, hein, mais c'était quand même pour une Française, voilà. Et après mes parents m'envoyaient un peu d'argent de poche et c'est comme ça que j'ai réussi à faire 1 an d'études aux États-Unis, donc dans une fac de cinéma, c'était incroyable, quoi. En fait, ça a été honnêtement, moi, ça m'a changé la vie, hein, parce que, en gros, j'étais à 5 années d'études en France de cinéma. Donc, quand t'es à la fac de cinéma en France, c'est vraiment genre Godard, machin. Et toi, je me rappelle, les profs, ils nous faisaient des discours du genre, alors, qui est-ce qui veut être réalisateur? Tu vois, tout le monde levait la main. Et eux, ils étaient là, genre, personne va y arriver, en fait. C'était vraiment le discours de la fac en France, hyper machin. Pessimiste. Donc, un truc hyper pessimiste, un truc hyper où t'es sous le poids de tous ces grands réalisateurs que tu ne seras jamais.
Et en plus, tu fais que regarder des films. Parce que moi, j'ai trouvé super, ça m'a fait une éducation, mais tu fais que regarder des films, tu fais rien et tout. C'est vraiment... t'es sous le poids d'un truc, quoi. Et en fait, d'avoir fait cette fac aux États-Unis, où en gros, le discours, c'est dur, mais on va vous apprendre comment faire, et qu'il y a un complètement autre discours. Et aussi d'être avec tous ces élèves américains qui faisaient des courts-métrages et tout. Et moi, au début, j'étais là, mais c'est nul ce qu'ils font et tout. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris, c'est qu'en fait, ils font, Ouais, et genre, quelquefois, c'est nul faisant. et tout, mais en fait, à force de le faire, et en fait, ça m'a déstabilisé, enlever un poids sur les épaules. Et en fait, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à écrire, alors que j'avais pas écrit un seul mot de scénario avant, quoi. Et en fait, ça m'a complètement... tout d'un coup, j'étais là... bah ouais, en fait, tu vois, pourquoi... Et c'est vrai qu'en fait, pour être un bon scénariste ou un bon n'importe quoi, en fait, faut commencer quelque part, le faire mal, et après, pendant 10 ans, tu te prends et t'apprends, et au bout d'un moment, t'es un peu meilleur. Mais il faut commencer quelque part si tu commences jamais. Et du coup... c'est vrai que les États-Unis, ça m'a vraiment enlevé un truc sous les épaules. Je sais pas si... Comme si t'avais un peu... ça fait un peu philosophe de comptoir de dire, mais tu as déployé tes ailes. Bah, c'est vraiment un truc de poids en moins, quoi. C'est même pas un truc... Je sais pas si c'est déployer ses ailes, parce qu'après, j'ai galéré pendant longtemps. Hein. Mais c'était un truc de poids, de poids en moins... Et voilà. Et après, ça, c'est, je pense, comme tous les expats, il y a ce côté de... tu es loin de ta famille. En plus, moi, j'avais 24 ans. Donc, tu as un truc de... En fait, tu comprends que tu es une personne et que tu peux exister sans ta famille et sans tes amis et que c'est quelque chose de possible. Donc, moi, ça m'a appris beaucoup, quoi. Je me suis... surtout à cet âge-là, je pense qu'on sort de beaucoup de trucs avec sa famille. On a tous nos casseroles et tout ça. Et en fait, de se sentir tout d'un coup un peu éloigné de ça et que voilà, on est là, on survit. En fait, on est toujours soi-même. On est un peu différent quand même, hein, mais on est toujours quand même cette personne. Enfin voilà. Et ça m'a. Ouais, je dis toujours, hein, moi, sans cette année à l'étranger, je sais pas ce que je serais devenue. Hein. C'est vraiment, j'aurais pris un chemin différent, je pense. Hein. Et donc, moi, je conseille toujours aux gamins de partir un an où que ce soit. Mais que, ça nous fait paraître un peu vieille de les appeler gamins, mais quand même. Bah, moi, j'assume, hein, je suis vieille. Hein, donc, Mais t'as quel âge, Julie? Ah, j'aime pas le dire, mais j'ai 40 et quelques. Ah ouais, bon, on a presque le même âge. Mais tu te souviens du premier truc que t'avais écrit, justement? Parce que tu dis tu t'es mise à écrire pendant cette année. Tu te souviens de ce que c'était? Bah, c'était... Oui. Ah, alors, attends, le tout premier, c'était... Donc, c'était à New York, c'était parce que je prenais des cours d'écriture. Hein. Donc, j'ai écrit un court-métrage. Et je crois que c'était, si je me trompe pas, c'était un court-métrage avec 2 personnes qui avaient une date. Et en fait, les 2 se rendaient compte que ni l'un ni l'autre ne comptait payer. Et c'était une espèce de bataille de qui va payer l'addition, avec un peu des insinuations un peu féministes ou pas, pour essayer de faire payer l'addition. Voilà, je crois que c'était ça le court-métrage. Tu dis tu prenais des cours d'écriture, tu parlais anglais du coup avant de partir? Enfin, tu parlais anglais correctement parce que écrire dans une langue qui n'est pas la nôtre, ouais, c'est dur quoi. Enfin, ah là là, mais moi, au début, franchement, ça a été super dur au début, hein, parce que moi, j'étais vraiment la mauvaise élève en anglais. Hein. J'étais pas bonne, j'étais mauvaise élève en tout, mais je veux dire, j'étais vraiment la française typique qui parle pas bien français et tout, anglais. Et quand je suis arrivée, mais j'en ai pleuré, quoi. C'est-à-dire que les gens ne me comprenaient même pas quand j'allais acheter à manger, quoi. Donc, il y avait ce truc-là où, franchement, une fois, je me souviens, dans un taxi, j'habitais Henry Street. Donc, il y a un H aspiré. Donc, je disais Henry Street. Henry Street. Et le mec ne me comprenait pas. Et c'était à l'époque, il n'y avait pas de portable et tout. Donc, je ne savais pas comment lui montrer. Et je me rappelle, j'allais pleurer, quoi. Enfin, c'était parce que les mecs ne me comprenaient pas. Après, bon, ça, j'ai quand même assez vite appris la base. Mais après, ça a été, en fait, ce qui était frustrant pour quelqu'un qui moi, aime faire des blagues et tout, c'est qu'en fait, j'avais un niveau de conversation qui était très bas. Et j'avais toujours envie de dire aux gens, mais je suis pas si bête, quoi. Parce qu'en gros,
toutes les conversations, c'était genre il est gentil, il est méchant, ça, faut pas faire ça, c'est beau, ah c'est un peu beau, ah c'est pas très, c'est un peu plus beau. Et en fait, j'avais vraiment très peu de mots de vocabulaire et je me disais toujours, mais les gens doivent penser que je suis bête, quoi, parce que j'arrive pas. Donc ça, après, ça a été un autre step que j'ai passé, c'est le moment où j'ai réussi à développer ma pensée à l'oral, quoi. C'était moins dur à l'écrit qu'à l'oral quand même, parce qu'il y a un truc de prononciation. À l'écrit, tu peux réfléchir aux mots. À l'oral, il faut que ça sorte tout seul, quoi. Donc, Et alors, au cours de cette première année, donc découverte du monde américain, tu étais quand même venue pour vivre Sex and the City and Friends. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? T'as eu, tu sais, comme on voit là sur Instagram versus réalité. Comment ça s'est passé de ce point de vue-là? Bah écoute, New York, ça a quand même un truc spécial qui est que oui, c'est comme dans les séries. Hein. Franchement, ça, c'est que ce soit quand tu te balades dans les rues, franchement, tout est un décor de cinéma, c'est incroyable. Donc oui, j'ai eu l'effet, j'avais l'impression d'être dans une série, ça c'est sûr. Ah oui, il faut savoir un truc drôle. Ça, bon, je digresse un peu, mais 2 jours après que je sois arrivée, il y a eu l'énorme, tu sais, blackout de toute la côte Est. Donc en gros, j'étais au cinéma, il y a eu un blackout et en plus, et donc je ne comprenais pas, donc c'était le moment où je comprenais rien. C'était en quelle année ça? Bah, c'était juste après les Twin Towers, quoi. C'était genre 3-4 ans, je sais plus exactement. Okay, ouais. Donc moi, et en fait, il y avait de la fumée dans Manhattan et tout. Moi, j'étais à Brooklyn. Et en fait, je me disais, bon, bah, il y a un truc, quoi, qui se passe. Il y a, comment dire, un attentat ou quoi. Donc j'étais hyper flippée. Et comme je comprenais pas ce que les gens disaient, voilà. Et en plus, donc le père de la famille chez qui j'habitais, du coup, bossait à Manhattan et il l'a mis évidemment à pied. Il a mis je sais pas, 5 heures à revenir. Et le problème, c'est que et je me disais, mais heureusement que moi, je suis pas allée à Manhattan parce que donc on n'avait pas les portables et tout ça. Ou je sais plus, on avait des vieux portables. Si on avait des portables, mais des vieux trucs. Enfin, j'aurais jamais su revenir en fait. Enfin, c'est bon, bref, voilà. Mais oui, New York, c'est vraiment comme dans les films. Il n'y a pas à dire. Puis il y a vraiment, ça, c'est des clichés, mais c'est des clichés qui sont vrais. Ce truc d'opportunité que tu peux avoir tellement plus facilement qu'en France. Moi, j'ai commencé. Alors, faut pas le dire aux autorités, mais bon, j'ai tout de suite bossé sur des tournages et tout. Enfin, c'était dingue, quoi, pendant ton année d'études. Ouais, en tant que technicienne, tu vois, mais c'était... Et en fait, ils te donnent ta chance hyper facilement. Après, d'avoir bossé sur des tournages, j'ai vu qu'ils viraient les gens aussi très, très facilement. À la moindre erreur, tu te faisais virer. Mais voilà, après, moi, j'étais un peu genre... J'ai fait des conneries, mais comme j'étais un peu la French, machin, sur les tournages, je les faisais marrer. Je disais talkie-walkie au lieu de walkie-talkie. Ça les rendait ouf. Mais bon, voilà, donc il y avait ça. Après, il y avait évidemment le côté sombre de New York, les gens dans la rue, c'est hyper très... Enfin, il y a un côté auquel... en fait, moi, j'essaie de le dire avant aux gens, mais je crois que tu peux pas, tant que tu l'as pas vécu, c'est quand même très... C'est des trucs... Parce que nous, on a des gens dans la rue en France, mais c'est pas au niveau de... Enfin, c'est pas... Là, c'est vraiment les gens plein de crack, les gens, puis les gens vieux qui travaillent dans les supermarchés, tous ces trucs-là, je trouve que c'est quand même une ville très dure, et si t'es pas préparé, voilà, moi, ça a été quand même le côté un peu sombre du truc, mais voilà. Après, le côté, comme dans les films, a quand même pris le dessus. Bon, après, ce que doivent connaître tous les expats, mais le bon côté des Américains, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite très ouverts, ils t'invitent aux soirées et tout. Le mauvais côté, c'est qu'en fait, les amitiés sont pas comme en France et que tu as l'impression que tu te fais des amis, mais en fait, c'est pas des amis, c'est des connaissances et voilà, quoi. Est-ce qu'en étant étudiante, ça te permet quand même de réussir à passer cette barrière un peu plus facilement? Oui, j'avais des copains, quoi. Mais après, les gens que j'ai gardés après, qui sont restés mes amis, c'était pas des Américains. Alors que j'étais très proche de gens américains, mais ceux que j'ai gardés, c'est allemands. Enfin, voilà, c'était pas... La communauté internationale, quoi. Ouais.
Parce que, après, moi, j'ai eu les gens qui connaissent Brooklyn College, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment une fac très éclectique, quoi. Parce que je pense qu'à NYU, il y a plein de Français, genre, on va dire, un peu bourge, quoi, on va dire. Tandis que Brooklyn, c'était vraiment très, très éclectique et tout. Et ça, du coup, j'ai rencontré plein de gens différents. C'était chouette, quoi. Pour le coup, j'étais vraiment pas, il y avait un ou deux Français, mais c'était vraiment pas entre Français. Enfin, c'était assez chouette, quoi. Et alors, du coup, la fin de cette année d'études arrive. Comment est-ce que tu envisages le futur à ce moment-là? C'est vrai qu'il y a la question de est-ce que tu restes, que tout le monde se posait. Est-ce que, pour le coup, j'avais 2 potes français et les 2 sont restés. Et moi, en fait, j'avais vraiment envie d'écrire. Et du coup, je voulais écrire en français. Et aussi, il y avait un truc, c'est que ça paraissait tellement compliqué tout ce qu'il fallait faire pour avoir un visa, que moi, à un moment, j'ai eu tu vois, parce qu'on a envisagé la question, aussi comme tu as fait bon, les gens doivent savoir, mais quand tu as fait une année d'études, tu as des trucs pour rester, quoi. Tu peux un peu plus. Mais moi, en fait, ça me paraissait tellement compliqué de prendre un avocat, machin. Et j'avais pas envie, je me suis dit, j'ai pas envie de rester dans un pays qui veut pas de moi. Enfin, ça me faisait chier. Et puis aussi, il y a aussi ce truc de la conversation, des amis et tout, qui me manquait beaucoup. En vrai, vraiment, ça, c'est un truc qui me manquait, de ne pas avoir de conversation avec les gens. Moi, souvent, et encore, ça me le fait encore aujourd'hui, les gens sont choqués par ce que je dis. Parce que je suis trop blunt, enfin, je suis trop. Et moi, je pense que c'est vraiment un truc de français, quoi. Et ça me manque, en fait, les vraies conversations. On a des points de vue différents où on parle pendant des heures autour d'un verre de vin rouge. Moi, ça me manquait, quoi. Donc, j'avais vraiment envie. Voilà, j'envisageais pas, pour toutes ces raisons, parce que c'était trop compliqué. Ça aurait été hyper simple. Puis moi, je me suis jamais dit, je veux rester toute ma vie, quoi. Donc voilà, je serais bien restée. Voilà, je serais bien restée 1 ou 2 ans de plus, mais du coup c'était tellement compliqué, je me suis dit bon, vas-y, je rentre. Voilà. Après le retour a été du coup un peu difficile parce que bon, c'est vrai que les choses sont plus difficiles en France. J'ai essayé de bosser sur des tournages en France direct quand je suis arrivée, ça n'a pas du tout marché parce que c'était pas du tout la même chose. Bah c'est en France, c'est tout un truc, faut connaître machin, faut machin, non. Et moi ça m'a saoulée. Je suis allée sur des tournages, en plus j'ai vu que alors qu'on me faisait chier parce que je connaissais pas machin, moi j'étais assistante caméra, je m'occupais des optiques et tout ça, et je voyais les gens traiter les optiques comme de la merde. Et je disais, ah bah franchement, si c'est ça. Enfin, donc voilà, donc ça m'a saoulée et donc j'ai un peu galéré et tout ça, mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire parce que je me suis dit, bon, je vais pas me fatiguer à essayer voilà, à trouver un poste dans un truc qui n'est pas vraiment ma passion. Je vais commencer à écrire. Et après, j'ai galéré encore des années et des années, mais au moins, je faisais ce que je voulais, quoi. Et donc, du coup, tu as fait pas mal de projets télé en France, au fur et à mesure, en écriture? Bah, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, hein, mais aujourd'hui, je travaille pour... c'est marrant parce que du coup, je travaille pour des plateformes américaines. J'ai travaillé pour Amazon, après en français, mais au début avec Amazon, par exemple, on travaillait avec les Anglais, avec les Américains, je veux dire. Voilà, j'ai travaillé après pour la télé française, et je fais je travaille sur plus en plus de projets, ce qui est cool, ce qui me permet aujourd'hui, en gros, de pouvoir repartir à New York parce que, bon, financièrement, c'est quand même un peu de la folie, quoi, vu les prix ici. Mais voilà. Ok, donc du coup, tu as cette casquette de scénariste et comme tu le dis, tu as envie de vivre plusieurs vies à la fois. Tu aimes faire rire aussi et tu as fait du stand-up aussi en France. Enfin, tu en fais aussi en France. Raconte-moi. Alors, bah oui, ça fait 7-8 ans que je fais du stand-up en France. J'ai commencé, alors la toute première fois que j'ai fait du stand-up, c'était à New York. Ah, d'accord, ok. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après que je sois partie des États-Unis, après mes études, pendant 10 ans, je suis pas retournée à New York. Parce qu'en fait, bon, il y avait un peu des problèmes financiers, mais aussi, je voulais pas y retourner en touriste, ça me faisait trop bizarre.
Et en fait, je me suis dit, 10 ans après, je me suis dit, ah bon, je suis fan de stand-up. Est-ce que j'irais pas prendre des cours là-bas? Mais en pensant que jamais je monterais sur scène, que ça se ferait jamais. Et en fait, je suis allée prendre des cours là-bas. Et en fait, le prof m'a dit, mais non, mais du stand-up, ça se fait sur scène. Donc, hop, tu montes sur scène. Et donc, j'ai joué pour la première fois en anglais. C'était franchement une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, la première fois que tu entends des rires, c'est ouf, quoi. Donc, voilà. Après, je suis retournée en France. Mais j'ai pas tout de suite commencé à en faire en France. J'ai attendu 1 ou 2 ans. Et voilà. Et après, je me suis mis en France. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que voilà, peu à peu, ça a un peu plus marché le stand-up, mais pas non plus, parce que c'est hyper compliqué. Et enfin, il y a beaucoup de gens qui veulent en faire, faut écrire. Et le truc, c'est que moi, comme je suis scénariste à côté, les 2 jobs, c'est quand même, au bout d'un moment, ça devient compliqué parce que en vrai, voilà, c'est très prenant mon métier de scénariste, mais le stand-up, c'est aussi ma passion et de conjuguer les 2, c'est devenu vraiment très compliqué. Et donc, en fait, je suis arrivée à un point où j'étais à un espèce de burn-out où du coup, j'avais l'impression de rien faire bien et que pour faire du stand-up, pour réussir dans le stand-up, fallait que je m'y dédie et qu'en fait, je voulais pas non plus arrêter d'être scénariste et tout. Donc, la solution à ce problème a été de me barrer à New York en me disant, je sais pas, dans un truc, en fait, c'est pas que j'ai tellement plus le temps, mais dans un truc en me disant, faut que je change quelque chose dans l'équation, quoi. Il y a un truc, il faut que je donne une nouvelle impulsion. Puis alors, dans le stand-up, il y a un truc où il faut tout le temps que tu écrives des nouveautés, il faut tout le temps... Et j'avais plus cette impulsion-là en France, je restais sur mes choses anciennes. Et donc, j'avais envie d'écrire des nouvelles choses et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me barrer 3 mois à New York. Je vais prendre des cours de stand-up et je vais voir ce qui se passe, quoi. Ce que je suis en train de faire. Et alors, tu prends des cours de stand-up dans on appelle ça quoi? Un café stand-up? Je sais pas comment on appelle ça en anglais. C'est un comedy club. Un comedy club, merci. Qui est assez prestigieux, enfin qui est super connu. Tu veux nous raconter un petit peu de quoi? Alors, c'est le Comedy Cellar qui est en effet mythique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, comme on avait du temps chez soi et tout, j'ai vu que le Comedy Cellar faisait des cours en ligne. Et du coup, j'ai suivi pendant le Covid les cours en ligne avec Rick Crom, qui est le prof, qui est un vieux, vraiment de la vieille du stand-up. Moi, j'adore. Enfin, c'est un mec à 60 et quelques qui fait du stand-up depuis toujours. Enfin, voilà, c'est vraiment pur new-yorkais. Et du coup, j'ai commencé à prendre des leçons avec lui en visio. Et en fait, c'est vrai que j'avais toujours un peu dans la tête de venir prendre des cours en vrai au Comedy Cellar. Voilà. Donc, et en plus, donc, heureusement, j'avais pris ces cours en visio parce qu'au moment où je me dis je vais le faire, évidemment, tous les cours, parce que les cours sont complets 6 mois à l'avance, si ce n'est plus. Donc là, je lui ai envoyé un petit mail en disant oui, je veux venir en France. Je suis parce qu'il me souvenait de moi, quoi, de dire je peux, enfin, de faire la carte de la française. Et du coup, il t'a trouvé une place. Il m'a trouvé une place. Donc là, c'est fini les cours parce qu'on a fait le spectacle de fin là au Cellar. Mais par contre, je fais toujours des open mics, ce qui est un peu une façon d'apprendre aussi, quoi. Mais voilà. Et je pense que je vais aussi faire des cours avec lui en one-to-one parce que je trouve que c'est vraiment. J'apprends plein de trucs. Je trouve que j'apprends la simplicité dans l'humour avec lui et avec les Américains, en fait. Parce que c'est pareil que pour le cinéma. J'ai l'impression qu'en France, on cherche toujours à faire la blague la plus intelligente, la plus smart et tout, la plus subtile, alors qu'en vrai, il faut juste être drôle, quoi. Et donc, j'apprends un peu ça en ce moment. Voilà, c'est un peu mon apprentissage, à arrêter de vouloir être la plus intelligente et essayer d'être la plus drôle, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Et comment ça se passe les cours? Parce que je voyais, tu avais posté quelques vidéos sur Instagram, tu t'en parlais dans ton podcast. Ce que tu as fait en tout cas sur le mois passé, c'est en groupe du coup. Donc tu apprends aussi du coup de l'apprentissage des autres, j'imagine? Exactement. En fait, tu écris un truc avant le premier cours et à chaque passage, en gros, tu fais un passage de
À chaque fois, en gros, il consacre 25 minutes à chaque personne, 30 minutes, où tu dis ton texte, mais il t'arrête vachement, il corrige chaque ligne, chaque phrase. Et après, il y a aussi, évidemment, à chaque fois, il explique pourquoi ça, faut pas faire ça, machin. Donc, après, ça déroule sur des trucs plus généraux. Mais je trouve qu'il est vraiment, Rick, il y a un truc, il est très généreux, et en fait, il arrive vraiment à sortir de n'importe qui un texte qui tient, quoi, ce que je trouve incroyable. Et voilà, et moi, ça m'aide aussi, bon, c'est vrai que moi, je fais du stand-up depuis longtemps, mais ça m'aide à avoir une structure. Ah, puis moi, au début aussi, là, quand j'ai commencé à faire des open mic et tout, mon accent, c'est vraiment un problème, parce qu'il y a aussi un truc quand tu fais du stand-up, c'est un truc de pouvoir. Donc, il ne faut pas que les gens ils voient ta faiblesse et tout ça. Et le problème, c'est quand tu as un accent, il y a un truc un peu de la pauvre. Il ne faut pas du tout que les gens ils se disent « Oh, la pauvre, est-ce qu'elle va y arriver ?» quoi. Donc, il faut montrer que tu gères et tout. Et ça, c'est... Voilà, et ça, au début, quand tu as un accent, c'est compliqué. Puis surtout que dans la vraie vie, je parle sans réfléchir, mais quand tu as un micro, tu as quand même le stress et tout. Donc, en fait, les mots, ils te viennent pas aussi facilement quand c'est pas ta langue natale. Donc, il y a tout un truc que moi, j'ai besoin de juste... C'est comme du sport, quoi. J'ai besoin de faire du training, j'ai besoin de faire des scènes pour être de plus en plus à l'aise en anglais, quoi. Et pour que toi-même, tu oublies ton accent, en fait, un peu. Voilà, que j'aurai de toute façon, hein, donc il y a un moment oui, il c'est faut ça, un mais peu... il y a un moment où tu penses peut-être plus aussi, quoi. Mais bon, ce que je veux, c'est que quand même, les gens me comprennent, ça apparemment maintenant ça va, et que 2, ils ne pensent pas que je vais faire un AVC sur scène, qu'ils soient pas trop inquiets pour moi. Non, mais il y a un truc comme ça en fait, hein, que faut pas que les gens se disent... Là, je vois, il y a des gens qui me font des réflexions, genre, c'est très courageux de faire du stand-up en anglais. J'ai pas envie que ce soit ce qu'on dit, j'ai envie de dire, c'est très drôle ce que tu fais en anglais, quoi. Donc voilà, quoi. Et alors, est-ce qu'on rigole des mêmes choses en France et aux États-Unis ? Côté auteur, on cherche la blague la plus subtile et plus intelligente, mais le public, comment ça se passe ? Alors, le public, il est plus simple, en fait. J'ai l'impression qu'il rigole vraiment à des trucs plus simples. Quelquefois, j'avoue, alors là, je vais être un peu trash avec les Américains, mais c'est un peu genre pipi, caca, machin, ils adorent, quoi. Genre les dick jokes, les machins, les mamans. Après, il y a une vraie différence, et ça, vraiment, je pensais pas, c'est que aux États-Unis, ils font moi, je trouve qu'il y a des blagues, même dans les comédie clubs et tout, sur des sujets que nous, en France, on dirait que ce serait pas OK de le faire sur scène, quoi. En gros, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, vraiment, ils pensent qu'on peut rire de tout. Alors qu'en France, il y en a qui le font, mais genre, il y a tout le temps des débats. Il y a tout le temps... Moi, voilà, perso, je trouve qu'on peut pas rire de tout. En plus, moi, je pense pour le coup, je suis vraiment française de ce côté-là. Mais alors, eux, vraiment, ils vont faire des blagues. Moi, à chaque fois, je suis choquée des blagues. Des blagues, je sais pas, sur les personnes trans, les personnes de couleur. Genre, j'ai vu un blanc faire des trucs sur les niggers et tout ça. Et j'étais là, what ? Ah, waouh. Enfin, les gens sont fous, quoi. Et non, ils se faisaient pas tracher. Et après, ils se faisaient pas... Les gens rigolaient pas trop, hein. Mais heureusement, quoi. Mais j'étais là, mais moi, genre, je serais propriétaire de club, machin, je l'aurais sorti de scène, quoi. J'aurais dit, c'est pas possible, ça. Enfin, genre, tu peux pas dire des trucs racistes. Enfin, c'était pas raciste, tu vois, mais c'était vraiment pas OK, très, quoi. Très borderline, quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils cherchent, en fait... Ils cherchent, parce que moi, dans beaucoup de trucs, c'est des mecs qui sont débutants. En fait, ils adorent l'humour borderline. Ils pensent que c'est ça, machin. Et du coup, ils cherchent à faire ça. Mais je veux dire, c'est tellement compliqué, l'humour borderline. Et je veux dire, il faut vraiment être... Alors, ici, tous Louis C.K., quoi. Mais genre, franchement, Louis C.K., bon, si on met de côté toutes les affaires et tout, je veux dire, ça fait 20 ans qu'il fait du stand-up. Enfin... C'est pas comme ça que tu fais de l'amour... Putain, je vais pas y arriver, je vais dire tout, l'humour borderline, quoi. Et ça, je trouve que, bizarrement, tu vois, c'est pas un truc auquel je m'attendais. J'ai l'impression que les Américains sont plus... ils sont moins choqués, quoi, à part ça. Ah, surprenant. Mais, ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment surprenant, Mais oui, et après, tu sais aussi, le stand-up, c'est américain. Hein, donc, les Français, nous, en fait, on a appris le stand-up. En gros, le stand-up, c'est devenu connu en France quand Netflix est arrivé en France. Hein. Donc, moi, je connaissais d'avant, mais je veux dire, le grand public... Genre, la meuf n'est pas du grand public. Non, c'est juste que j'étais fan de Seinfeld et tout ça, voilà. C'est pas... Mais je veux dire, vraiment l'explosion du stand-up en France, c'est Netflix. C'est-à-dire que c'est
que les Français ont pu commencer à avoir des spectacles de stand-up, en fait. Mais le stand-up, c'est par nature américain. Donc, les jokes, les punchlines, tout ça, c'est américain. Donc, nous, en France, en fait, ce qu'on fait, c'est américain. Enfin, tu vois. Après, c'est inspiré des codes américains, quoi. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est dans l'écriture. C'est que nous, en France, comme on a moins de mots et tout ça, tu sais, une punchline, c'est dire le mot exact au bon moment, la formulation qui va faire machin et tout. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus facile en anglais. Parce que comme il y a plus de mots, c'est plus facile de trouver le mot exact et tout. C'est plus court aussi. Tu sais, tu arrives plus vite à la punchline. Il y a moins de mots au sens où tu veux dire, parce qu'il y a des mots qu'on doit traduire par 12 mots en français, voilà, parce qu'on n'a pas le mot équivalent. Et c'est même pas une question de traduction, parce que quand tu écris en français, tu écris directement en français. Mais c'est plus dur d'arriver directement à la punchline, c'est plus dur d'avoir le mot exact. Il y a plus de mots marrants en anglais. Il y a un truc, franchement, moi je trouve que les Français, on a du respect. Et honnêtement, aussi, ça c'est un truc que je dis tout le temps, je trouve que le niveau en France aujourd'hui, on n'a vraiment pas à rougir du niveau général, parce que nous, le truc c'est qu'en France, on voit que les meilleurs en stand-up. Mais franchement, tu vas même dans les gros comédie clubs comme le Cellar et tout, on n'a pas à rougir. Hein. Enfin, franchement, le niveau... parce que comme on se prend la tête vachement, du coup, l'air de rien, voilà, il y a des gens qui sont très très bons en France et ils n'ont vraiment rien à rougir du stand-up américain, franchement. Canon, canon, bravo les Français. Donc du coup, là, tu as fait 1 mois de cours, c'est ça? C'est quoi? C'était tous les jours? C'était 1 fois par semaine pendant 5 semaines. D'accord. Plus, plus à la fin, le pestacle. Pestacle. Alors, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que quand tu étais venue il y a quelques années, je sais pas si tu l'avais fait en anglais aussi, mais là, du coup, c'était... Ouais, je l'avais fait en anglais. Okay, mais je l'avais fait en anglais, mais surtout, c'était ma première fois, donc je tremblais de peur sur scène, quoi. Donc là, c'était quand même une sensation différente. Et comment ça s'est passé, alors? Franchement, ça s'est bien passé. Après, moi, il y a un truc, c'est que, et je pense que c'est vrai que c'est assez grave, c'est comme je fais du stand-up depuis longtemps, j'ai quand même une attitude, même si j'ai moins de facilité en anglais que les Américains, j'ai quand même une attitude. Et c'est vrai que du coup, maintenant, j'arrive sur les open mic et tout, et en fait, les mecs, ils me connaissent pas, mais ils voient bien qu'il y a un certain niveau derrière. Du coup, en général, ça se passe bien, quoi. Mais voilà, ou pas, hein, ou parce que les open mic, c'est très dur, hein, donc quelquefois, c'est genre silence radio. Mais bon, en général, voilà. Et après, le Cellar... franchement, c'était un rêve, quoi. Donc, c'était super agréable. Après, je m'étais vachement préparée, hein, mais c'était trop cool, quoi. Tu veux raconter, parce qu'on dit justement que c'est un lieu mythique. Moi, j'avais l'impression, mais j'ai peut-être des conneries, que Gad Elmaleh, quand il a voulu se lancer aux États-Unis, il a fait aussi une résidence au Cellar, non, avec Seinfeld. Alors, je n'ai pas vu le documentaire. Je sais pas. Ouais, je sais qu'il a. C'était au Cellar, t'es sûr? Je sais qu'il est passé dans des gros trucs et tout, hein, mais je sais pas si c'était au Cellar. C'est possible, ou au Gotham, je sais pas. Parce qu'il y en a quand même 3-4 qui sont très très connus, mais oui, il a fait des grosses scènes et tout, ça je sais. Parce que oui, mais moi je n'ai pas Jerry Seinfeld qui m'incruste. C'est vrai que c'est une belle porte d'entrée. Et alors, je sais pas, tu veux raconter en fait quelle est la symbolique en fait de ce club pour toi? Ouais, écoute, c'est vraiment en fait. Le Cellar, c'est un club mythique aussi parce qu'il est beaucoup passé dans des séries, dont Louis, où la série de Louis C.K. où on voit beaucoup le Cellar, où il traîne beaucoup au Cellar, ce qui l'a rendu encore plus mythique. Après, quand tu vois des vidéos de tous les grands stand-uppers, il y en a beaucoup qui se passent au Cellar et tout. Puis t'as ce mur. Maintenant, tous les comedy clubs, ils ont un peu le mur en pierre et tout ça, mais il y a le côté mythique, du mur en pierre, et puis t'as tous les grands, quoi, qui sont passés au Cellar. Et je crois maintenant que, en fait, maintenant que j'essaye de voir comment faire pour, parce que là, c'était un truc grâce à ma classe, hein, que je suis passée au Cellar. C'est pas du tout dans la programmation officielle. Donc maintenant, j'essaye de voir, évidemment, comment se faire programmer dans des clubs ici et tout ça. Et je crois que le Cellar, c'est genre méga compliqué. Là, je regardais un truc de Mark Norman qui disait comment il avait eu sa première audition. Genre, faut vraiment... C'est galère d'avoir une audition, quoi, pour passer et tout ça.
Et donc, je crois que j'ai l'impression que c'est un des plus compliqués pour rentrer, jouer dedans, quoi. Parce que je pense qu'il y a en fait, j'essaye là d'analyser la question parce que j'essaye de voir comment conquérir le stand-up new-yorkais. C'est qu'en gros, mais ça, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'il y a des comédie clubs et il y a une hiérarchisation des comédie clubs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer à essayer de jouer dans ceux qui sont en bas de la pile et pour essayer finalement de monter dans les grands. Après, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est quand même un peu plus simple qu'en France, dans un sens où il y a des auditions, ce qu'ils appellent les industry rooms, où en fait, bon après, il faut avoir l'audition, il faut réussir à choper l'audition, mais en gros, tu fais une audition et si ça leur plaît, ils te font passer, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est comme tout aux États-Unis, un peu plus clair et un peu plus... tu sais comment faire les choses. Après, il faut les faire, mais tu sais comment faire les choses. Alors qu'en France, c'est un peu plus ésotérique de comment... même beaucoup plus ésotérique de comment t'es programmé, quoi. C'est un peu plus au mérite, quoi, aux États-Unis, on va dire. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment le mérite, parce que bon, il y a aussi un point de vue... voilà, mais bon, donc là, je suis en train d'essayer... voilà, c'est toujours pour dire qu'en essayant d'analyser la situation, je me rends bien compte que le comédie stellar, c'est genre le plus compliqué, quoi. T'as commencé par le top du top. Voilà. En fait. Mais sauf que moi, c'était pas dans la programme officielle. Hein, ouais, mais quand même, ça compte. Mais quand même, ça... Non, mais en plus, apparemment, ce que disent tout le monde, c'est comme maintenant, j'ai une vidéo avec le cellar derrière et tout ça. C'est quand même, quand on voit ça aux gens, c'est bon pour les street cred. Voilà, c'est bon pour la street cred, exactement. Trop bien, bah, bravo. Du coup, là, il te reste encore quelques mois avant un bon mois et demi. Ouais, un peu moins de... Voilà, c'est ça, un peu moins de 2 mois, ouais. Ok, et alors, donc... objectif, c'est quoi? C'est de faire programmer au max à New York? En fait, en vrai, je suis venue 3 mois pour essayer de voir un peu comment je m'en sortais. C'était aussi un truc psychologique de moi, parce que j'avais besoin d'un break avec la France, mais aussi de voir comment ça marchait. Et c'est un peu toujours ça l'objectif. C'est-à-dire que je tâte un peu l'eau, voir si, en gros, si ça commence à un peu marcher, je vais essayer de me débrouiller pour avoir un O1 et revenir, peut-être pas... en fait, moi, ma situation idéale, mais genre l'argent, je ne sais pas comment ça va marcher, c'est d'être un peu entre les deux, en fait. Ouais, mais pour ça, parce qu'en gros, là, comme très clairement, je suis sur un visa touristique, ce qui n'est pas très grave pour le stand-up, parce que d'ici à ce que je sois payée, franchement, je peux attendre. Donc, c'est pas très grave pour l'instant, parce que franchement, c'est pour être payé, c'est quand même pas tout de suite, quoi. Mais dans l'objectif de voir si à un moment, moi, là, je vais essayer de voir si, en gros, je vais essayer de jouer dans des clubs, parce que là, je fais beaucoup d'open mic. Les open mic, c'est devant d'autres stand-uppers. Et en fait, c'est vraiment pour travailler. Il y a une différence entre les open mic, qui est le truc pour travailler, et les shows où tu es programmé. Okay. D'accord. Okay. Et après, dans les shows, tu as des hiérarchisations. Mais là, par exemple, je me suis déjà fait programmer. Des gens m'ont demandé pour 1 ou 2 shows, des gens qui m'ont vu dans l'open mic. Trop bien. En gros, là, je vais essayer de contacter... En gros, maintenant, avec ma vidéo que j'ai du cellar, je vais essayer de contacter les comédie clubs et voir si je peux jouer. Et je vais essayer, en gros, voilà, de tâter le terrain, de voir si ça vaut le coup, d'essayer de demander un O1 et d'essayer, voilà, d'un peu plus... parce que comme je suis scénariste, je peux me permettre de travailler un peu d'où je veux. Voilà, donc de voir si ça, c'est possible. Mais si je me galère, si j'arrive à rien et tout, je veux dire, c'est pas la peine de me faire toutes les démarches pour avoir un one. Tu vois, je reviendrai que comme ça en touriste. Voilà. Donc c'est un peu voilà pour établir si j'essaye d'avoir un one, ce qui est normalement, vu que je suis scénariste, que j'ai fait des choses qui ont un peu pignon sur rue et tout, ça devrait. Enfin, je pense que c'est possible, quoi. Donc, le O1, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le visa pour Exceptional Abilities. C'est pour les artistes qui ont recours. Ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de en fait, c'est pas mal parce que tu n'as pas... En fait, la différence avec le visa de travail, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de promesse de travail. D'employeur, en gros. D'employeur. Ce qui est, en plus, moi,
si tu veux, comme je suis scénariste, j'ai pas besoin en fait d'avoir de. Donc voilà. Trop cool. Ok, donc du coup, là, les 5-6 semaines qui viennent, on souhaite te voir programmer au max. Voilà, c'est ça, d'avoir des vrais programmes, de voir, puis de progresser aussi, d'écrire plus de choses parce que mon but aussi, c'était quand même d'écrire plus de ce qu'on appelle des nouveautés. Donc, de voir si d'être à New York, et ça libère hein, des choses créativement. C'est vrai. Ça, pas oui, tu sais, c'est. Après, moi, j'ai pas mal d'amis ici, mais quand même, tu as un truc où t'es tout seul, quoi. Donc, t'es beaucoup dans ta tête. Et tu te balades, moi j'adore me balader dans New York, là il commence à faire beau et tout, enfin, et oui, c'est créativement, c'est sûr quoi. Puis moi je trouve que c'est quand même, je trouve qu'il y a un truc quand même, les Américains, ils sont plus dans le travail, ils croient plus au travail et les open mic, pour ça je trouve ça assez, moi ça m'encourage à écrire parce que voilà, c'est ce truc dont on parlait au début, c'est-à-dire que pour eux, tu n'es pas un génie tout de suite. Il faut que tu travailles, que tu écrives. Le génie n'existe pas, en gros, pour les Américains, contrairement aux Français. Donc, c'est un truc de, voilà, on écrit tous ensemble et tout. Et moi, ça m'encourage, parce que moi, je me suis toujours considérée comme une tâcheronne, que ce soit au cinéma ou dans l'humour. C'est-à-dire que moi, c'est pas, ça me vient pas comme ça, les choses. Je travaille beaucoup, des heures, ça me prend du temps. Et du coup, d'être avec d'autres gens qui considèrent que c'est pas de la merde d'être comme ça, que moi, ça m'encourage à écrire. Ouais. Et t'écris sur quoi? Enfin, je veux dire, est-ce que, je sais pas, est-ce que ta situation perso, enfin, je veux dire, dans les nouveautés là sur lesquelles tu travailles, est-ce que je sais pas, alors il y a, je pense en fait en français, il y a beaucoup d'anglophones qui en français, je pense, bon, je sais pas, j'en sais rien, Paul Taylor qui est passé sur le podcast il y a quelques années ou ouais, qui a fait mon podcast plein. Aussi, qui a fait 7,40 €. Mais Paul oui, Zu m'avait dit. Ou je sais pas, Sébastien Marx ou des gens comme ça en fait qui viennent d'autres pays et qui eux choisissent en fait d'anglais beaucoup sur les différences culturelles. Est-ce que c'est un truc que t'explores en anglais ou pas du tout? Et ça, c'est un des trucs que j'ai débloqué justement parce que moi, au début, comme une bonne française, je me disais je vais pas écrire les trucs de la française à New York, c'est trop simple. Oh là 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 là, je vais trouver un truc plus. Je vais parler du sida, plutôt true story. J'ai commencé à faire un truc sur ça. Donc, et qui les gens me regardaient comme ça. Et du coup. Et ça, c'est un truc que j'ai débloqué à un moment donné. Je me dis, putain, mais vas-y, non, si, je parle de ça, c'est drôle, quoi. Et en fait, tu le vois dans le passage du scénar, cette partie, elle marche vachement bien. Alors que moi, dans ma tête, je dis, les blagues, elles sont un peu simples quand même, mais les gens, ils adorent. Et donc, t'es là. À un moment, ton métier, c'est humoriste, hein. Donc, je veux dire, si les gens, ils rigolent pas, t'as pas envie qu'ils aillent lire Marx, quoi. T'as envie qu'ils rigolent, quoi. Donc, il y a un moment. Voilà, c'est un truc que j'ai un peu débloqué. Et effectivement, j'ai envie d'écrire plus sur ça. Là, j'ai un peu des idées. Puis là, je me disais justement, cet après-midi, je voulais écrire sur... parce que j'ai vu que John Oliver et tout, ils ont parlé des manifs en France. Donc, je me dis, il faut absolument que je parle des manifs. Enfin, surtout que moi, je vis la révolution d'ici. Enfin, tu vois, et en plus, moi, je suis pour les manifs et tout. Donc, je suis là, ouais, c'est bien, en buvant mon latte à Manhattan, tu vois. Donc, il y a quand même un truc, genre... Oui, clairement, un truc à creuser, ouais. Il y a un truc à creuser. Et du coup, je pense que je vais écrire sur ça. Voilà, et puis plus, donc moi je suis célibataire, donc évidemment les trucs de dating, donc comme les auditeurs doivent savoir, mais c'est vraiment très différent en France et aux États-Unis, donc évidemment je vais écrire sur ça. Voilà, et puis après, si tu veux dans les trucs que ça débloque, là je suis en train de... Moi il y a des... Alors je ne sais pas encore si je vais passer le pas, mais par exemple il y a des choses sur ma famille que j'ose pas dire en France. J'ose pas parler il y a des trucs qui sont un peu des sujets tabous. Et là, je me dis... Le fait que ce soit dans une autre langue, tu te sens plus libre de tenter. C'est en train de me titiller, en tout cas, de le tenter. Voilà, on va voir si je le fais. Mais il y a un peu ce truc d'un peu, voilà, avoir du recul par rapport à ta famille qui fait que quand tu fais du stand-up, voilà, tu creuses un peu ces sujets-là, quoi. Donc, voilà. Et après, est-ce que tu es obligé de t'inspirer que de choses vraies? Enfin, je veux dire, tu peux aussi cultiver ce flou de pas complètement savoir ce qui est romancé, ce qui est vrai. Alors, c'est marrant, le prof Rick, il nous l'a dit à un moment parce qu'il y avait quelqu'un, mais c'est vrai que tu as tendance à dire ça dans le stand-up, genre, non, mais c'est pas, je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai et tout ça. Il a dit, it's not the truth, c'est là, it's a comedy, c'est là. Moi, je sais qu'il y a des petits trucs qui sont pas complètement vrais là dans mon passage. Moi, je suis
j'ai du mal à dire des choses qui sont pas vraies. Je les exagère. Mais là, j'avoue que j'ai dit un petit truc, voilà, par exemple, qui est pas tout à fait vrai. Ah. Mais c'est marrant, ouais. Alors normalement, alors moi, c'est vraiment là. Après, Eric, il a une autre idée du stand-up. Pour moi, t'es quand même censé dire des trucs vrais et qui sont exagérés et tout ça, mais pas complètement. Moi, ça me fait chier des gens qui mentent complètement. D'accord. En même temps, tu le sais J'aime pas pas toujours. ça. Bah, quelquefois, tu le sais, est-ce que tu connais la personne et quelquefois. Et en fait, quelquefois, par exemple, moi, j'aime pas la comédie où les gens parlent trop dans un délire. Parce que, tu vois, où ils vont dire, ah, j'ai fait ça, puis alors là, j'ai rencontré un ours et l'ours m'a dit ça. Parce que je trouve que t'es là, mais on le sait que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, et je déteste, par exemple, un truc que je déteste, c'est quand les gens font leur set et disent, ah non, mais c'est pas vrai, en fait, machin, et tout ça. Et je suis là, mais ne dis jamais ça sur scène, même si c'est vrai. Ne dis jamais que c'est pas vrai, parce que pour moi, c'est le principe du stand-up C'est la que. promesse que tu as fait au spectateur, un peu. Voilà, Ouais. exactement. Après, tout le monde sait, c'est de l'exagération. Par exemple, moi, j'ai tout un truc, je dis beaucoup, je suis une fille facile. Genre là, en anglais, je dis I'm a slut, machin, nanana. Évidemment que c'est pas la réalité. C'est ce que je veux Tu forces le véhiculer. trait des clichés français. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi parce que c'est ça que j'ai envie de revendiquer, tu vois, de dire au monde, je trouve ça bien, parce que d'avoir, voilà, tout ce truc de sexualité un peu positive et tout ça, de dire ça au monde. Mais évidemment que je vais pas me faire des mecs dans tous les coins et tout. Mais figure-toi que, évidemment, il y a si des t'en as mecs qui envie, prennent grand bien t'en toujours fasse. ça. Voilà. Mais, enfin, je veux dire, j'exagère beaucoup le trait. Mais évidemment qu'il y a des mecs qui vont prendre ça au premier degré et venir me voir quand je suis sortie de scène en me disant des trucs, voilà. Mais bon, ça, les gens sont pas. Pour pas comprendre qu'il y a une différence entre ce que tu dis sur scène et la réalité, il faut être un peu con, quoi. Mais voilà. C'est bien de le repréciser. Question que j'aime bien poser. Je sais pas, est-ce qu'il y a un petit conseil que tu pourrais chuchoter à l'oreille de la Julie Alors, je sais pas si c'est celle d'il y a 15-20 ans qui débarquait pour la première fois aux US ou qui décidait de rentrer en France d'ailleurs, Ouais. ou il y a quelques mois. Enfin, je sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a un conseil, un truc que tu savais qui t'a aidé ou à l'inverse, si tu l'avais su, peut-être que tu aurais agi différemment, je sais pas, dont nos auditeurs et auditrices pourraient bénéficier. Je crois que ce serait de dire tu es toujours la même personne que tu sois en France ou aux États-Unis. Et faut faire confiance en cette personne et comment dire, et que tu n'es pas juste une image. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu es la française aux États-Unis, machin, il y a un truc, tu as des petits points en plus. Même par rapport à, tu vois, quand tu es aux États-Unis, par rapport à tes potes restés en France, ils sont là, ouah, la meuf est à New York et tout. Et en fait, quand tu reviens en France, tu as un peu l'impression de perdre tous ces statuts et tu as un peu l'impression d'être une merde, en fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais en fait, maintenant, je me rends compte qu'à Paris ou à New York, en fait, je suis la même personne et en fait, je suis assez forte justement pour être entre les deux, pour être my own person, enfin ma propre personne. Et voilà, il faut avoir confiance et c'est pas où tu es qui fait ce que tu es. Et après, évidemment, tu prends des choses de partout où tu es, mais cette personne... En fait, je trouve qu'il y a ah, ça y est, j'ai le syndrome Jean-Claude Van Damme, il faudrait en parler un jour. Moi, j'ai le syndrome... Tu sais que j'ai un accent, depuis que je suis partie il y a 20 ans, j'ai un très fond d'accent américain quand je parle français et les gens le remarquent, quoi. C'est ouf. Alors que, non, mais c'est pour ça, moi, jamais plus je me fous de la gueule des gens qui ont le syndrome Jean-Claude Van Damme. Moi, quand je suis revenue, il y a 20 ans, genre vraiment, il y avait plein de mots dont je ne me rappelais pas. Hein. C'est ouf, quoi. Ouais. Bon, bref. Et donc, voilà, de se dire, c'est vrai que t'es un high, donc quand t'es à l'étranger, comme ça, pendant un an à New York et tout, mais en fait, ce high, c'est cette personne que tu es, et en fait, tu peux toujours repartir si tu veux, même si, je sais, si t'as des enfants et tout, c'est plus compliqué, mais je veux dire, la vie, elle est plus flexible que ce qu'on pense, quoi. Voilà. Et tu n'es pas, tu n'es pas forcé de te laisser enfermer dans une vie ou dans une autre, quoi. Parce que tu seras toujours la même personne, quoi. Voilà. Je sais pas, c'était très compliqué comme réponse. Merci beaucoup. Écoute, on te souhaite en tout cas plein de succès, de continuer à développer. Je me le souhaite à moi-même. Ouais, de continuer à développer tout ce que tu as envie de développer. Si tu es encore aux États-Unis quand cet épisode sortira, ou en tout cas en France, si tu as un site sur lequel on peut retrouver, en tout cas, où est-ce qu'on peut aller te voir et t'écouter, puisque tu as
plusieurs podcasts, 7,40 € qui est fini. Mais on va sûrement faire une saison 2. Hein, vas-y, raconte-nous un petit peu. Parce que moi, je connais Nullipar et 7,40 €. Raconte un peu. 7,40 €, c'est un podcast où, avec mon copain Joseph Roussin, on lit 50 nuances degrés pour vous éviter de le faire. Voilà. Et c'est produit par ZU. Et pour vous faire gagner 7,40 €. Voilà, parce que c'est le prix du bouquin. Donc, comme ça, donc on lit 50 nuances degrés, évidemment en faisant des commentaires. Et tout le long, on a invité des copains et tout ça qui font du stand-up et tout. Franchement, moi, je trouve ça assez cool. Enfin, voilà, ça... Au moins, vous pouvez lire 50 nuances degrés sans être complètement plombé, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est obligatoire de lire 50 nuances degrés, mais bon. Voilà, ça, c'est 7,40 €. Donc, oui, c'est produit par ZU. Et un autre podcast que je fais qui est produit par ZU, ça s'appelle Nullipar. Et c'est toutes les activités que tu peux faire quand tu n'as pas d'enfant. Voilà. C'est comme les guides des gens qui font, tu sais, tout ce que tu peux faire avec des enfants. Là, c'est 100. Et en fait, c'était un peu parce que j'avais envie d'avoir de parler de pas avoir d'enfants, mais pas de façon politique et féministe, plus de façon positive et joyeuse, quoi. En fait, c'est pas forcément un choix, c'est pas forcément machin, mais ça peut être cool et ça peut être joyeux, voilà. Et donc, c'était pour avoir cette vue-là un peu. Et donc là, ce sera, du coup, je pense que quand ce sera diffusé, ce sera fini. Mais en gros, là, comme je suis à New York, je raconte un peu ma vie à New York dans ce podcast, quoi. Trop bien. Et tu le fais en vidéo et à l'audio. Voilà. Ce qui est compliqué, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça. Ouais, je le fais en vidéo et en audio. Et comme tout ce que tu fais, c'est très rigolo. Je vous conseille d'aller les écouter. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Oui, et du coup, pour suivre, il y a Instagram et puis YouTube, quoi, si vous voulez suivre mes aventures. Très bien, on retrouvera tous les liens sans problème. Merci beaucoup, Julie. C'était trop chouette merci d'en savoir à toi, plus sur ton histoire. J'adore parler de moi, c'est quand tu veux. Pour une prochaine. Merci beaucoup à toi, en tout cas, de m'avoir invitée. C'était très cool. Grand plaisir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous adresse un immense merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi cet épisode et l'histoire de Julie jusqu'au bout. J'adresse bien entendu un grand merci à Julie Albertine elle-même pour le temps qu'elle m'a accordé. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ses spectacles, etc., je vous mets son site et ses réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, vous le savez absolument par cœur, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, sur Internet, à peu près partout où vous le voulez, ça compte énormément. Tradition oblige, je vous propose désormais que nous écoutions un petit extrait pour savoir un peu de quoi nous allons parler la semaine prochaine. Quand j'étais en apprentissage et que je réfléchissais je voyais que mon apprentissage arrivait à sa fin, il y a une dame qui est rentrée dans la boulangerie où je travaillais, qui a parlé avec mon patron et il parlait d'une personne qui avait ouvert sa boulangerie à Wellington en Nouvelle-Zélande. Et donc j'ai entendu la conversation et j'ai pris le numéro de cette dame, je l'ai appelée, elle m'a donné le contact de cette personne en Nouvelle-Zélande. C'est pour dire, j'avais vraiment jamais voyagé avant, j'avais jamais été à Paris, j'avais même pas vu Paris. Et 2 mois plus tard, je me suis retrouvé à Wellington en Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Et je pour aller bosser du coup pour aller bosser, ouais. Je parlais pas un mot d'anglais. Arrivé donc dans une capitale, dans un pays à l'autre bout du monde, mais vraiment à l'autre bout du monde, on pouvait pas aller plus loin. Et ça m'a vraiment, ça m'a chamboulé. Donc je suis vraiment tombé amoureux du voyage et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis arrivé à San Francisco et je sais pas pourquoi, mais toute ma vie, jusqu'à présent, j'étais en train de me dire où est-ce que je vais après, quel est mon prochain pays où je vais aller visiter. Et quand je suis arrivé à San Francisco, ça m'a chamboulé. Je me suis dit, c'est vraiment ici et ça va être ma maison. Je le savais au bout de 15 jours. C'est dingue, je suis arrivé chez moi, quoi. Ah ouais, c'était bizarre. Je sais pas pourquoi, c'était l'ambiance,
l'esprit entrepreneuriat que j'ai ressenti de suite. Il y a un parc qui s'appelle Dolores Park où les gens ils se posent le samedi après-midi et enfin je me rappelle les conversations où les gens ils étaient toujours en train qu'est-ce que tu fais, quel genre de business tu vas commencer, enfin c'était vraiment c'est motivant quoi. Je me ressentais bien ici quoi. Ouais. Et donc ça m'a beaucoup plu et au bout de 15 jours je me suis dit je partirai jamais quoi. Et 15 ans plus tard je suis toujours là. C'est dingue. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine. Et je vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt. Que ça soit quelques mois ou quelques années, on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est du moment qu'il y a une histoire, on est partant. Tu as de la visite. Bah oui, je comprends. Attends, je vais voir ce qui se passe. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas commandé à manger. Je sais pas qui c'est. Ah. Yes? Yeah? Oh yeah, ok. Pardon, en fait, c'est UPS qui me livre un truc. Normalement, il sonne jamais. Je sais pas pourquoi il sonne aujourd'hui. J'arrive, excuse-moi. T'inquiète pas. Génial. Contre ma chambre. Juste à tes cheveux qui se mettent sur ton micro un petit peu. Juste alors, attends, je vais les attacher comme ça. Je suis relou, excuse-moi. Ah non, mais t'as raison. Tu verrais, Zu, il m'engueule tout le temps. Je suis la pire avec le micro, donc il faut lui dire. Hein. Parce que je fais vraiment toujours des bruits de micro. Voilà. Vas-y, bois un coup. Je sens que tu l'essayes depuis tout à l'heure. Putain, j'entends Zou parce que lui, il m'engueule à chaque fois que je mange ou que je bois. Mais, mais ouais. Du Comedy Cellar, ouais, je le fais sur le dating et tout. Et ça, c'est... Sur le micro. Ah putain. Ça, c'est un des trucs que justement... Désolée, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est mon dieu du podcast, donc j'ai l'impression que dès que je fais une connerie, c'est lui qui me voit.